Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler pompe à huile, la suite directe du montage dans la dernière vidéo des bielles et pistons. Dans la vidéo également juste avant, on avait monté le vilebrequin, la continuité tout simplement. On va rentrer encore dans le détail. Il y a quelques petites choses à dire tout de même au niveau de tout ce qui touche à la pompe à huile et système de lubrification de nos M57. À côté de ça, il y a 2 semaines qui se sont passées. C'est qu'il y a une nouvelle mémère qui est arrivée dans la cour. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram sauront déjà de quoi ça parle. Mais on va attaquer directement. Comme d'hab, un petit flash rapide théorique. Oui, c'est un vilebrequin, ne me jugez pas. On va avoir notre pompe à huile entraînée par chaîne de distri et notre tuyau de pompage qui va à notre carter. Purement schématique. C'est un peu le cœur de notre moteur, hein. C'est ce qui va pomper l'huile pour pouvoir le dispatcher à tous les points de lubrification du bloc, que ça soit notre vilebrequin, le coussinet de bielle, le refroidissement de nos pistons, la culasse, en bref, vraiment tout ce qui concerne la lubrification de notre moteur. C'est un organe hyper important, donc on va pas faire le con, mais vous allez voir qu'on va faire un petit mix juste après. Je m'étais rendu compte, par rapport à la doc technique, que d'une génération à l'autre, la pression était plus importante, surtout sur les générations les plus récentes. En ayant pu creuser en détail, au moins au niveau de la pompe, j'ai pas vu de réelle différence entre nous. Donc je pense que la régulation de pression autre se fait au niveau de notre support. Là où il y a notre filtre à huile. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, parce que je pense que déjà, elle va être suffisamment garnie comme ça. Comme je vous disais, c'est le cœur de notre moteur. Sans lui, tout ce qu'on a pu monter au préalable sera sujet à une destruction quasi immédiate. Donc, voilà, fin du débat. Ultra important. Vous allez pouvoir vous rendre compte également que l'entretien, les vidanges, c'est ce qui permet également de maintenir cet élément en bonne santé. Donc, les long life et toutes ces conneries-là, non merci. Comme vous le savez, moi, sur mes machines, c'est 10 000. En gros, on peut glissouiller jusqu'à 15 000 si vraiment on fait du long trajet, histoire d'optimiser un peu l'achat d'huile et de tous les consommables. Mais clairement, 10 000, c'est très bien. Je crois que c'est 25 000, hein, théorique. On va regarder ça de plus près, ça sera plus parlant, mais bon, je tenais à faire un petit point théorique juste avant, histoire de rappeler à quoi ça sert. On se retrouve devant les différentes pompes à huile qu'on peut retrouver sur M57 ainsi que leur conduite d'aspiration. Là-bas, on va retrouver notre D1. Ici, on va retrouver notre D25 D1, mais vous allez pouvoir le voir qu'il y a une petite subtilité de l'un à l'autre. Les conduites restent les mêmes. Ici, on va retrouver des D2. D'accord. Bon, je les ai toutes sorties, c'est que j'ai fait un tri de celles qui étaient en meilleur état pour pouvoir récupérer les meilleurs éléments pour pouvoir avoir la pompe la plus opti pour le moteur. Et ici, la première, D3. Une chose qui peut sauter directement aux yeux, c'est les conduites. D1, l'emploi de métal. D2, D3, l'emploi de plastique. Personnellement, j'ai rien contre le plastique, mais bon, je sais que d'un point de vue coût, thermique, etc., ça fait le job, c'est pas le problème. Mais clairement, dans le cas d'un système de pompage d'huile, sur le long terme, attention, je parle, hein, vous me direz s'ils partent du principe que le moteur est censé faire que 200 000, 250 ou 300 000, le plastique tel qu'il est là fera largement le taf, mais personnellement, pour un truc un peu plus durable, allant chercher les 500 plus, le métal, c'est quand même pas mal. Vous allez voir en plus que le D3, il y a un bail. On va zoomer un peu, donc on va retrouver les conduites ferraille comme ceci, avec le pré-filtre ici, pour filtrer les plus gros éléments au pompage dans le carter. Ici, on va retrouver ceux des D2,
Je passe rapidement au niveau des conduites, comme ça on va passer clairement à quelque chose de plus pertinent. Je l'ai ouvert quand même pour savoir comment c'était foutu dedans. Bon, on va retrouver un peu la même chose qu'on retrouve dans nos conduites. D'ailleurs, ça a l'air d'être calibré de la même manière. On peut voir également qu'ici, hop là, focus s'il te plaît, E60, E65. Ici, E46. Du bon plastoc. Bref. Et ici, notre D3, bon c'est marqué dessus, E90, c'était monté sur un E93, le fameux D3 que j'avais récupéré. Et là on peut voir cette magnifique chose, et on reviendra sur ça rapidement après, en lien directement avec ceci, les panneaux de renfort, qu'on verra juste après. Donc voilà les différentes conduites. Bon, clairement, vous l'aurez compris, sur le projet actuel de notre moulin, conduite métal. J'allais oublier, l'importance de ceci, c'est de récupérer les plus gros éléments. C'est pour ça que c'est calibré pour laisser passer un max d'huile, mais tout en récupérant potentiellement des éléments qui traîneraient dans le carter, qui seraient sujets à détruire le moteur. Et vous voyez, dans celui-là d'ailleurs, j'ai récupéré ceci. Vous vous rendez pas compte, mais c'est du métal. Et pour vous donner une ordre d'idée, ça fait combien ça? Je vous mets un petit réglé à côté. On est sur des petits morceaux, pas très épais, mais vachement longs, à part celui-là qui est un peu plus gros. Donc bon, clairement, je sais pas d'où ça sort. Ça a été mâchouillé. Et vous allez pouvoir voir qu'il y en a tout de même qui est passé malgré le calibrage. Et on rebondit direct à nos différentes pompes. Donc comme je le disais, on va retrouver pompe de D1, D1, D25, mais vous allez voir la subtilité, les D2 et D3. Sur les premières générations, on va pouvoir voir directement que la pompe elle-même est marquée M57D. Sur les autres, on peut voir M57D TU. Et ainsi de suite sur chaque. C'est toutes les mêmes. Sauf celle-ci, les D3, où il n'y a plus rien de marqué. Voilà, comme ça c'est fait. Le fournisseur reste le même, c'est-à-dire c'est MHS, qu'on va pouvoir retrouver également ici. Hop là. Et là, également. Avant de revenir sur le fonctionnement propre de notre pompe, qu'on va regarder un peu plus en détail, je vous casse le suspense tout de suite. Je vais récupérer le corps de la pompe là, celle-ci, de D1, d'accord, avec toute la partie rotor du D3 et le tuyau d'aspiration issu encore du D1. Parce que vous allez pouvoir voir que tous les autres, les D2 là, ils ont quand même pris sacrément cher. D'où les petits éléments qui ont dû passer dans les différentes pompes. Après, on est sur des pompes qui oscillent de 250 à 350 000 km. Donc on leur excusera, mais tout de même. J'ai pu constater également que le niveau de finition des premières générations, il y a une toute petite marque ici, qu'on sent légèrement à l'ongle, les premières générations de pompes à huile étaient beaucoup mieux finies également. Là on va pouvoir voir par exemple des marques un peu plus prononcées comme sur celle du haut là. Là, encore plus visible sur le carter. Et il y en a une qui a vraiment souffert. Non, c'était celle-là d'ailleurs. Elle a bien morflé. Et également au niveau du rotor, on peut voir des impacts comme ça. C'est tout simplement les éléments qui ont réussi à passer ce filtre-là, ce pré-filtre, et est venu se faire mâchouiller la tronche par la pompe. Donc ça vient marquer la pompe. Sauf que c'est ce rotor-là, cet ensemble rotor-là, qui permet la mise en pression de notre huile. Donc à un moment donné, quand ces deux éléments-là sont complètement minchis, eh ben, ça va plus peiner à monter en pression que la normale. Donc le principe, ça va être de récupérer cet élément-là. On a les petits centreurs, le carter D3 qui se monte, et le rotor
également de D3, qui lui est le plus propre de tous. Focus. Voilà. Des micro-traces, mais ça reste vraiment anecdotique comparé au reste des autres éléments. Même lui est pas trop esquinté. Petit point par rapport au D1 et au reste D2 et D3, c'est que là on va pouvoir voir déjà le rotor qui n'a pas exactement la même forme. Sans compter les petites traces de marquage ici et ici, face à moi, que là c'est inversé. Et ils ont mis les marquages de l'autre côté. Même fournisseur, mais bon, évolution des pompes. On va s'effacer ça. En premier lieu, on va retrouver notre carter, qu'on verra par la suite, parce que vous allez voir quand... c'est surtout entre le D1, D2 et D3, comme je vous disais, les points négatifs par rapport au D3, c'est qu'il n'y a plus de cloisonnement sur les D3 comme on pouvait retrouver sur D1, D2, pour les carters d'huile. Mais bon, on verra ça directement, ça sera plus parlant. Donc, notre carter d'huile, avec notre réserve d'huile. Bien sûr, là, je prends le cas de nos M57 hors 4 roues motrices, parce que les 4 roues motrices vont avoir les cardans qui vont passer dans notre carter. Donc on est sur quelque chose peut-être d'un peu différent. J'en ai pas eu dans les mains, donc j'ai pas envie de vous raconter des conneries au niveau de la config intérieure. Mais en gros, là, on va avoir notre fameuse pompe qu'on va zoomer. Et ça démarre par notre tuyau d'aspiration, qui va dépendre de notre modèle tout simplement. Selon les modèles, on va avoir le carter qui est plus ou moins profond, qui va jouer d'ailleurs sur le litrage de capacité d'huile du moteur. Par exemple, là, sur ceux que j'avais en plastique de E46 et E60, vous n'avez pas fait gaffe. Hop. Mais il y a une différence de longueur, d'accord? Donc c'est juste que ça s'adapte au carter désiré, selon les modifs que vous avez à faire. Dans le cas d'un swap, ou si vous voulez réadapter un moteur à un châssis différent, où vous êtes obligé de jouer sur les hauteurs de carter, etc., il faudra faire gaffe à ce genre d'éléments. Pour revenir à nos moutons, aspiration d'huile, fait par la pompe elle-même, avec la préfiltration à notre entrée d'aspiration. Ensuite, ça sera plus parlant directement avec la pompe dans un premier temps dans les mains. On a notre arrivée d'huile qui se fait par ici. Je vous avouerai que c'est une petite chasse à filmer. Mais ici, on va retrouver notre arrivée d'huile, la continuité, l'aspiration. Là, ce qu'on peut voir visible ici, là, le tube qu'il y a dedans, là, le piston, c'est un piston de commande. C'est lui tout simplement qui va venir réguler la pression de notre huile, d'accord, avec un ressort. Vous allez avoir la version éclatée juste après de cet élément-là. Mais je vous la fais rapide. Ensuite, on peut voir l'entrée dans le fond à droite. On peut apercevoir d'ailleurs le ressort du piston dans le fond. Si j'arrive à le choper avec la lumière, vous allez l'apercevoir là-bas dans le fond. Ça arrive au niveau de notre rotor. Rotor composé de ceci et ceci. On peut voir d'ailleurs un petit trou là-bas pour l'évacuation de l'huile, la lubrification de ceci. Faut pas oublier que ça, c'est comme ça. Donc vous voyez, par rapport à l'écoulement d'huile qui redescendra de notre moteur, on a la partie ici qui vient lubrifier gentiment notre axe de rotor avec le petit trou débouchant de l'autre côté pour l'évacuation. Notre huile aspirée par la rotation de notre rotor est mise sous pression pour aller de l'autre côté. On peut voir le piston de commande dans le fond. Oh, c'est casse-pied sans lumière, bordel. On peut apercevoir le ressort à droite. Et à gauche, là-bas, dans le fond, on peut voir le piston. Qu'on va voir en détail un plus après. Toc. Le piston de commande, d'ailleurs, est démontable par ici. Bon, normalement, ces éléments-là, hein, c'est remplacé. Hein, on démonte rien, hein, qu'on se le dise. Et ensuite, la partie
mis sous pression et aspiré par notre rotor, débouche ici. En gros, notre huile arrive ici, aspirée et mise sous pression par notre rotor et recrachée ici. Pour aller à notre filtre à huile, vous allez pouvoir apercevoir ceci. Là, bien sûr, les bouts sont verrouillés avec ceci. Une sorte également de piston à ce niveau. Si vous savez ce que c'est avant que je vous le dise, mettez-le en commentaire, je serais curieux. Parce que j'ai buté un peu sur cet élément-là pendant un petit moment, le temps que je passe directement au bloc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va partir directement d'ici. D'ici, on va arriver à notre bloc moteur, ici. Comme vous le savez, j'avais essayé d'adapter directement une pompe à huile de D3, mais au niveau de nos fixations de pompe, ça collait pas du tout. Partant du principe que la pression était plus importante sur D3, je m'étais entêté à me dire que c'était les internes de ceci qui étaient adaptés à. Et en fait, pas du tout. Bref, on va repartir. Bon là, c'est un D30D1, hein. Vous savez, mon bloc cobaye. Ici, le gros trou, on va retrouver l'admission d'huile en direction du filtre à huile. Je ne suis pas magicien, tout ce que je vais pouvoir vous dire qui va suivre, c'est que tout simplement, hop, je me suis embêté à suivre tous les conduits un par un, que ça soit avec des fils de fer ou à la soufflette ou à la lumière et j'en passe. Donc j'ai rien inventé. Admission d'huile. Direction notre filtre à huile. Là on est sur un D1, sur les D2 et les D3, vous savez que cette forme-là change par rapport au support de filtre à huile. Ça change, mais clairement l'esprit est le même. Ici du coup, admission d'huile pour être filtré, et au départ de notre filtre à huile, ça part en deux conduits. Ici on va avoir notre huile mise sous pression et filtrée, qui va être balancée pour la lubrification de l'ensemble du bloc. Et ici, j'ai l'impression que c'est plus un conduit de fuite, parce que il est lié directement aux grosses ouvertures qu'on peut avoir tout le long du bloc là, pour laisser écouler l'huile. Donc je pense que c'est plus pour un excès de pression ou un bypass en cas de souci. Il doit y avoir des sécurités, hein, des soupapes qui permettent, en cas de surpression par exemple, de laisser passer l'huile. À l'heure actuelle, j'ai pas poussé la réflexion au niveau du support d'huile. D'accord? Donc ça changera peut-être après quand on abordera ce sujet-là. Mais au moins là, à l'heure actuelle, c'est ce que je pense. Ici, on a notre refroidissement d'huile, par le biais du radiateur qu'il y a sur le support, d'accord? Le refroidissement de notre huile se fait par rapport au liquide de refroidissement, d'accord? Et ça contribue également à sa mise en température rapide, également. Revenons à nos moutons. Ici, du coup, on a l'admission d'huile sous pression filtrée et qui va être dispatchée à l'ensemble de notre moteur. Et l'admission qu'on a ici mène tout simplement à ce conduit principal qui vient traverser l'ensemble du bloc et qui va dispatcher les différents éléments. Ici, par exemple, on va retrouver la canalisation qui permet de lubrifier nos coussinets de vilebrequin au niveau de nos tourillons. On a le départ ici, c'est pour ça que je vous les ai mis avec des traits au marqueur. Ici, on va retrouver notre turbo sur le côté, qui est d'ailleurs un autre conduit repart ici. Ici pour aller lubrifier la culasse. Et vous avez un autre départ d'ici à la verticale qui qui va venir ici où on retrouve notre tendeur de chaîne, d'accord, avec la pression d'huile. Et également, hop là, un deuxième trou qu'on retrouve là, pas ici, hein. Là c'est notre vis de culasse. Ici, au même titre que l'autre côté, pour notre culasse, encore une fois. Vu que ce conduit principal traverse l'ensemble du bloc, vous vous doutez bien que c'est pour aller lubrifier les différents paliers. Et on va retrouver également des trous de passage supplémentaires, parce qu'on avait celui-ci et celui-ci pour la culasse. Et également, il est où? Là. Et j'en ai vu un autre, il est là dans le fond, là. Ici. En sachant que tous ces conduits-là là, que vous pouvez voir ici, c'est pour le liquide de refroidissement. Ceux pour l'huile, c'est tous les gros qu'on va retrouver aux extrémités. D'accord? Pour ceux qui se poseraient la question où l'eau passe et où l'huile passe. Donc là, on va retrouver tout ce qui est l'huile, les gros passages,
Et tout ce qui se trouve autour des cylindres, les petits inclus ici, hein, hors perçage de vis de culasse, hein, ça va être pour le liquide de refroidissement. Hop, de ce côté-là également, on va pouvoir avoir notre retour de turbo qui tout simplement dégueule dans le bloc. Pour ceux qui sont restés attentifs, vous aurez remarqué qu'il y a deux choses que je n'ai pas parlé encore. Déjà, nos manetons avec les coussinets de bielle. Donc on va avoir le passage qui se fait ici à travers notre coussinet de bielle que vous vous rappelez qui est percé, et notre vilebrequin est percé jusqu'à nos manetons pour lubrifier les coussinets de bielle en question. Turbo j'ai dit, tendeur de chaîne j'ai dit. On va voir ici d'ailleurs, à cet emplacement précis, on a un petit gicleur pour notre chaîne de distribution. L'élément orange qu'on peut retrouver ici. Et les conduites pour la culasse. Mais il reste une chose. Les gicleurs d'huile pour nos pistons. Pour venir refroidir nos têtes de piston. Et c'est là que cette partie-là intervient. Et ben dans la même canalisation de tout ce qui est filtré, il y en a une partie qui repasse ici. Pour arriver à côté de l'admission. Et là, c'est tout simplement un canot qui vient faire passer l'huile de l'autre côté du bloc. Et là, on peut voir également un petit piston avec, vous verrez, qu'il y a un ressort dedans. C'est qu'il doit y avoir également une histoire de pression, de régulation de pression, au même titre que notre piston de commande ici présent. En gros, cet élément-là vient tout simplement alimenter nos gicleurs d'huile pour venir refroidir nos pistons. J'espère tout de même que ça a été clair, parce que même moi, je vous garantis que je me suis bouffé un peu le cerveau pour vous pondre ça. Hein. Il y a eu un petit niveau de compréhension pour savoir exactement comment ça se goupille là-dedans, pour pas vous raconter des conneries. Et du coup, maintenant, on va passer aux versions éclatées de nos différentes pompes. Bon, la D2 et la D3. Et puis, on va faire un petit comparo. Bien, abordons la dernière partie là concernant nos pompes à huile. Donc là, vous allez en retrouver des complètement démontées. Celle de D3. Tiens, d'ailleurs, celle-là, hop, de l'autre côté. Et celui-là irait là-bas normalement. Et celle de D2. Je me suis rendu compte de quelque chose. Là, j'ai fini de monter, entre-temps, ma pompe définitive pour le bloc. Et je vous avais dit, je voulais récupérer le corps d'un D1 et insérer le rotor du D3. Du coup, cette partie-là, déjà, l'usinage intérieur du carter de D1, ça passe pas. Celui-là est plus gros. Celui des D2. Mais par contre, D2, D3, c'est les mêmes. En bref, carter de D2, le plus propre que j'avais. Rotor du D3, et puis un bon nettoyage, remontage, MCR, etc. Pour le traitement métal-métal, comme vous le savez, histoire de la faire durer au max et de l'optimiser un petit peu. On avait vu la circulation de l'huile dans le bloc, mais il y a une chose qu'on n'a pas vue, sa mise en pression. Et d'ailleurs, comment l'optimiser? À ce sujet, c'est un peu délicat, je vous cache pas que pour le moment, je vais pas y toucher, mais au moins, vous comprendrez le principe. On refait le match rapidement. La poulie d'entraînement avec la chaîne qui entraîne notre rotor, notre carter de fermeture du bloc pompe à huile avec les petites visseries. Donc ça, vous connaissez. Ensuite, on a notre arrivée d'huile. C'était ma pompe témoin celle-là. Notre arrivée d'huile qui passe à notre rotor est mise sous pression. Là-dedans, on a notre ressort de compression avec notre piston de commande. En sachant que par le biais de ce petit trou, vous savez, pour aller alimenter nos gicleurs d'huile, il y a un petit trou de communication entre les deux. Mais en gros, notre pompe met en pression. Et comme vous avez pu voir, en fait, on a cette partie-là qui obstrue la cavité ici. Et au fur et à mesure que la pression monte, le ressort se comprime jusqu'à, par le biais de ces petites fenêtres, lumière, appelez ça comme vous voulez, laisse passer notre huile sous pression dans celle d'aspiration, ce qui fait chuter la pression et maintenir un équilibre de pression. Donc voilà le pourquoi du comment est commandée la régulation de pression, au moins côté
pompe à huile, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore analysé au niveau du support d'huile, mais je pense qu'il y a également un système, d'où la petite ouverture supplémentaire, en gros de mise à l'air du circuit d'huile, si jamais il y a un excès de pression. Bon ça, je verrai ça au moment venu, on en parlera, il n'y a aucun problème. Du coup, en jouant avec la compression du ressort, soit en changeant le ressort ou en y pétant par exemple une rondelle, parce que le conduit fait une distance donnée, et on aurait un taux de compression plus raide, donc plus de pression pour le faire bouger dans son conduit, et augmentation de la pression. Mais c'est tellement précis, je vous cache pas qu'on va tester comme ça dans un premier temps, en sachant qu'il y a la pression qui va passer par là, c'est-à-dire à l'intérieur, mais également la pression qui reviendra du filtre à huile, c'est-à-dire par le biais du petit trou ici, qui va pousser cette partie-là. Donc tout ça va participer à la commande du piston dans son conduit pour réguler la pression. Ce conduit est fermé par ceci, visible de l'extérieur. On a des pastilles de fermeture par rapport au conduit d'alimentation qui est communicant d'un bout à l'autre avec le focus. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le constater, mais ça reste visible. Pour faire la jonction d'un côté du bloc à l'autre, pour nos fameux gicleurs d'huile, et au bout, on a un petit piston, un peu le même principe, qui vient réguler également à ce niveau. C'est comme ceci dedans. Donc au fur et à mesure que la pression augmente ici, en sachant que l'huile ici est filtrée, d'accord ? On a le petit ressort qui se comprime, et qui est tout, on va pas se mentir, il est tout flex, donc il doit pas mettre longtemps à s'ouvrir. Il s'ouvre, il laisse passer l'huile pour les gicleurs, voilà. Et on a la petite pastille de fermeture en bout. Voilà pour la petite explication en détail, avec une pompe à huile complètement dépiotée. Là on est à 100%, d'accord ? Et sur les D3, également, même principe. Il y a juste au niveau, pour les fameux gicleurs, que ça change un peu de forme, d'accord? Mais le principe reste exactement le même. On a un petit ressort, un petit piston, et puis voilà. Même principe, juste l'emplacement est différent. Ceci sert également de renfort au niveau de notre bas moteur. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec la petite chose suivante. Hop là! Un plateau de renfort en alu. Et là, vous pourrez constater qu'entre ça, en sachant que ça, c'est sur un bloc alu, ça sur un bloc fonte, il n'y a pas que ça, d'accord, il y en a un autre, mais on est carrément sur un autre level que nos D1, D2. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, sinon ça va durer une plombe. Mais voyez un peu le principe, ça c'est un plateau de renfort pour notre bas moteur, ce que vous retrouvez d'ailleurs sur certaines préparations, où les mecs viennent mettre des entretoises pour renforcer les bas moteurs, pour encaisser un peu plus de chevaux, parce que le vilebrequin, lui, il cherche à se barrer du bloc, à la vitesse que ça tourne et au poids que ça fait. Donc ça participe à la rigidité du bloc, en même temps à l'acoustique, et également à l'écoulement de l'huile dans le bas moteur, carter, et puis même pour la lubrification de certains éléments en point bas. Surtout ceci. Écoutez, je pense qu'au niveau de la pompe à huile, on aura fait tout de même le tour. Moi, je vais pas rentrer dans le détail du détail, vous l'aurez compris. Pour finir cette vidéo, ce qui va m'attendre dans les prochaines semaines, à savoir l'entretien général de toutes les machines qui sont à la maison. En parlant d'huile, comme d'hab, change pas une équipe qui gagne. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'huile que je mets dans mes M57, c'est exactement celle qui va finir dans un 50i. C'est pas moi qui le dis, c'est le fournisseur d'huile. Voici la nouvelle arrivante, qui sera dédiée à la vente. Au passage, si tu cherches un bloc pour faire de la déco chez toi, n'hésite pas à me demander, c'est cadeau. J'en ai un peu de trop, je te le cache pas. Et j'ai fait un brin de ménage, donc il y a pas mal de choses qui vont dégager. Pour revenir à la 530i,
Et bien écoutez, c'est sympathique quand même. Petit placam extérieur remonté bien sûr. Intérieur cuir électrique. Simple, efficace. Bon, j'ai un peu de choses à faire là-dessus. Et à commencer par l'entretien général. Et écoutez, sur ce, je vais vous quitter sur une petite mélodie. À bientôt, bye.